Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire de notre série Opérer dans l'incertitude. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème de la gestion de crise et en particulier sur comment élaborer un programme de gestion de crise, qu'il s'agisse de la préparation en amont, de la composition de votre cellule de crise, la formation, le retour d'expérience. Et juste avant de vous présenter nos intervenants, un petit point logistique. Donc, si vous rencontrez des soucis de connexion, nous vous invitons à vous connecter via votre téléphone portable. Et surtout, pensez à poser vos questions tout au long de la session directement dans la barre de chat. Et nos deux grands témoins ainsi que notre intervenant international SOS y reviendront en fin de session. Donc, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir nos trois intervenants. Gauthier Porot, directeur sûreté, bonjour, d'International SOS. Ainsi que nos deux grands témoins que nous remercions vivement pour leur participation, Marc Leipziger du groupe Richemont International, ainsi qu'Aurélien Lambert du groupe Aegis. Messieurs, merci à tous les trois et je vous laisse la main pour vous présenter. Eh bien, merci Flore, je vais commencer. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation pour discuter d'un sujet qui est vraiment passionnant, la gestion de crise. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de mon expérience professionnelle. Chacun peut aller voir sur LinkedIn. Vous pourrez trouver mon profil à jour, mais je vais peut-être expliquer un petit peu en termes de gestion de crise les expériences que j'ai pu avoir ces dernières années. Et je me focalise vraiment sur la partie secteur privé, puisque la partie militaire, auparavant, n'est pas forcément toujours transposable. Mais de mon côté, d'un point de vue expérience personnelle, la première fondatrice a été en 2010, le tremblement de terre en Haïti, dont je pense beaucoup de gens se souviennent. Il se trouve que j'étais sur place à ce moment-là et il m'est arrivé de devoir prendre le lead sur des opérations d'une ONG à ce moment-là. Donc c'était à la fois gérer la crise pour l'ONG, mais aussi aider à gérer la crise sur le terrain pour soutenir les populations et donc dans un contexte qui était quand même très dégradé avec manque, absence de communication, difficulté d'approvisionnement, etc., etc. Violence, évidemment, et autres. Donc ça a été un petit peu l'événement fondateur pour moi, là, où j'ai énormément appris sur le sujet. Étant sur le terrain, c'était aussi une expérience opérationnelle que j'ai pu ensuite réutiliser ces dernières années à travers mes différentes fonctions, à la fois dans le conseil, mais aussi d'un point de vue corporate, où je suis passé à travers énormément de scénarios, tous très intéressants, à la fois en exercice mais en cas réel, troubles politiques, terrorisme, kidnapping, catastrophes naturelles, attaques réputationnelles, piraterie, cyber et autres. Donc j'ai pu pratiquer à la fois au niveau opérationnel et au niveau corporate et sur tout un tas de scénarios ces dernières années. Et évidemment, le Covid-19 encore récemment, l'année dernière. Voilà pour moi. Alors, bonjour à toutes et à tous également. Merci aussi à International SOS pour l'invitation. Mon expérience en gestion de crise, parce que également mon profil, vous pouvez le voir sur LinkedIn. Mon expérience en gestion de crise a commencé au sein d'une entité de la Confédération suisse pour la mise en place d'une approche de gestion de crise et également de la création d'exercices lors de, on va dire, de services de milice au sein de l'armée suisse où il y avait la création d'exercices de crise majeurs tels que des scénarios de pandémie, de problèmes d'approvisionnement d'électricité. Ensuite, à partir de 2010, lorsque j'ai rejoint le groupe Richemont, là, je me suis concentré plutôt sur des crises et des incidents majeurs liés à des aspects sûreté, sécurité, donc des menaces telles que braquage et tout ce qui était catastrophe naturelle sur différents continents. Et enfin, depuis 4 ans, il y avait une volonté du groupe de créer un département spécifique pour la gestion de crise et pour la continuité des activités. Et là, je me suis focalisé avec mon équipe principalement sur la mise en place de la stratégie, mais également le soutien opérationnel lors des crises telles que le Covid ou d'autres types de crises. Voilà pour les présentations. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Aurélien. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux d'être présents. Cette expertise va pouvoir profiter à tous et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet.
Merci Flore aussi pour le slide. Dans les prochaines minutes, je vais avoir le plaisir de vous donner un crash course en gestion de crise. Donc j'espère que les puristes vont me le pardonner. Marc et Aurélien, je vous prie aussi de me pardonner. Par définition, une crise est une situation improbable, à fort impact et intensité, dans laquelle l'incertitude et la nécessité d'agir sont élevées. C'est comme ça qu'on peut la définir. Une crise peut être présentée sous différentes formes, mais personnellement, j'aime beaucoup cette vision du cube de Michel Kennel qui nous présente les 3 dimensions critiques d'une crise. La première, c'est la liberté de manœuvre, qui, elle, va de haute à réduite, plus on va vers une crise. La seconde dimension, c'est l'évolution de la situation et la capacité de projection dans le futur. Là aussi, ça peut aller de clair et connu à flou, inconnu, incertain. La troisième dimension, c'est la dynaxité. Donc, c'est un néologisme permettant d'exprimer le cadre complexe et dynamique que notre monde moderne et digital nous impose et qui va de linéaire statique à turbulent, chaotique. La surface dessinée au centre, elle représente de manière symbolique le dioptre entre les situations critiques comme les incidents, les urgences, les événements et une situation de crise à proprement parler. Donc, en ce sens, la crise ultime présenterait les caractéristiques suivies si on veut l'imaginer d'une certaine manière. Donc, ça serait de haute dynamique non linéaire complexe, dirigée par des forces externes nombreuses. Ça serait une liberté de manœuvre faible, présentant un nombre limité d'options, un futur incertain, de par le peu d'influence qu'on peut avoir sur la situation et sur son développement. Il est cependant essentiel de garder à l'esprit que l'ensemble des situations se trouvant en dessous de cette surface jaune peuvent aussi être des crises en devenir, si celles-ci ne sont pas gérées convenablement. Mais dans ce cas-là, on parlerait de crises rampantes ou à combustion lente, mais des crises quand même. Maintenant qu'on a défini le cadre des caractéristiques d'une crise, dans le prochain slide, j'aimerais vous présenter de manière très académique un cycle de vie et une possible approche holistique d'une gestion de crise. Chaque crise est différente et aucune ne se ressemble. Là-dessus, tout le monde est aussi d'accord. Cependant, elles se composent toutes de 5 phases distinctes. D'abord, on a la phase de prédisposition. Là, c'est l'instant où tous les composants passifs, actifs, réactifs vont établir un terreau fertile pour la crise, de manière parfois directe ou même parfois indirecte. Ensuite, vous avez la phase de détérioration. C'est le moment d'équilibre, puis d'accélération par un point de passage, évitable ou inévitable. Puis, vous avez la redoutée situation critique. Là, c'est l'instant où la crise se manifeste de manière compréhensible ou incompréhensible, parfois visible, parfois invisible, et qui place les organisations et leurs individus face à leur destin. Et Marc et Aurélien en ont fait largement l'expérience. Ici, 2 scénarios s'articulent. Soit la chute sans possibilité de remonter, soit la survie grâce à un sauvetage habile, si on est bien préparé, ou chaotique, si on est un peu moins. Suite à cela, vous avez la phase de redémarrage et de réimagination. Le redémarrage ou non des activités affectées par la crise, si nécessaire ou si pas, mais aussi la réinvention et l'intégration de ces changements stratégiques comme les nouvelles pratiques ou processus. Enfin, vous avez la phase de révision et de renforcement. Ici, c'est surtout un travail de consolidation conséquent sur les faiblesses identifiées ou les forces identifiées que vous voulez aussi renforcer, sur lesquelles vous voulez construire du succès. De ces 5 phases distinctes, il est possible d'articuler une approche holistique suivante, avant, pendant et après la crise. Vous avez d'abord prévention et détection, ensuite première réponse et endiguement, contrôle des dommages et recouvrement, stabilisation et consolidation. Encore une fois, de manière très schématique, c'est la manière dont vous pourriez mettre en place une approche holistique, que ce soit tant pour une multinationale que pour une PME. Les principes restent exactement les mêmes. Après, ça dépend encore une fois de l'appétit du risque de votre organisation, de la compréhension des individus, de vos activités, de votre exposition au risque. Et dans le dernier slide, on va voir le dernier élément clé qui est essentiel, et je pense que Marc et Aurélien vont nous parler aujourd'hui aussi, c'est l'humain. C'est vraiment cet élément clé de l'humain, de nous comme individus. Et là, 2 terreaux fertiles non maîtrisés peuvent exacerber la crise. Le premier terrain, il est appelé extérieur-intérieur, donc c'est outside-in, comme disent les anglo-saxons, et fait référence à l'impact que nous permettons à la crise d'avoir sur nous. Le deuxième terrain fertile est appelé intérieur-extérieur, inside-out. Et là, ça concerne l'impact que nous avons par notre gestion de crise sur la crise ou sur notre organisation. Pourquoi? Parce que un cerveau reçoit en moyenne 11 millions d'informations par seconde. Parce que la crise est souvent un volume extrêmement important d'informations contradictoires, désordonnées qui vous arrivent d'un coup. Et le cerveau peut en traiter en fait que 40. De ce fait, le cerveau se met en pilote automatique et génère de nombreux biais et raccourcis cognitifs. Il est donc essentiel non seulement d'avoir une méthodologie, d'avoir une organisation en place, mais d'avoir surtout une gestion de crise dite consciente.
c'est donc avoir une compréhension honnête et transparente de 3 éléments. Le premier, c'est de moi, moi-même et je. Donc en gros, c'est nos préjugés, nos biais cognitifs. Là-dessus va notre éducation, notre culture, notre état d'esprit, notre état émotionnel, et notre état de santé aussi d'ailleurs, en gestion de crise. Le Covid, par sa durée, l'a démontré de toutes les manières. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'environnement culturel dans lequel vous évoluez. C'est à la fois la culture d'entreprise, mais aussi le pays ou la région où vous vous trouvez. Une gestion de crise dans la région Asie-Pacifique ne se fait pas de la même manière qu'en LATAM. Vous avez aussi l'appétit du risque, comme je mentionnais avant, et puis les différents éléments de leadership et de style de leadership. Et enfin, la nature de la crise, son type, sa vitesse, son intensité, sa durée. Il nous faut donc mettre en place des contre-mesures à ces obstacles identifiés. Ça peut prendre la forme d'une méthodologie, comme je l'ai mentionné avant, à la prise de décision, d'entraînement, de simulation, la modularité des équipes, l'interopérabilité, le profilage, l'intégration d'expertise, etc. Et je pense qu'on va le mentionner dans quelques minutes avec nos 2 experts. Donc ici, une myriade de solutions existent. Ce qui est juste important pour vous, c'est que ces mesures soient respectueuses de l'ADN de vos organisations. Et ce genre de mise en place se fait étape par étape si vous avez rien en place, et sinon ça se fait toujours dans un esprit intégré, inclusif. Et c'est sur ce point que j'aimerais déjà passer à nos échanges avec nos 2 experts, avec Marc Leipziger et Aurélien Lambert, qui sauront au mieux illustrer ces 3 éléments que je vous ai présentés par vos méthodologies, vos techniques, vos expériences à travers vos différents groupes. La première question que j'aimerais poser, elle va à Aurélien directement, c'est sur l'évaluation des risques. Dans un monde globalisé, Aurélien, et digitalisé, où on doit considérer parfois un nombre énorme d'indicateurs et d'informations, comment approchez-vous l'appréciation des risques et des crises pouvant toucher votre activité? Oui, merci. Effectivement, c'est la base de la discussion quand on parle de gestion de crise. C'est déjà de connaître un petit peu ces risques. Et là, on a 2 données d'entrée principales. C'est déjà connaître son environnement dans lequel on agit. Et là, vous l'avez dit, ça bouge très vite. Le monde évolue de par la globalisation, la digitalisation, des nouvelles menaces qui s'imbriquent les unes les autres et qui rendent cet environnement complexe. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est presque la partie facile. Pour moi, le vrai sujet, et souvent le premier challenge, c'est la deuxième donnée d'entrée, c'est déjà de connaître sa propre organisation pour commencer. Et ça, de mon expérience de construire des frameworks de crise, c'est souvent ce qui me prend le plus de temps au final. Parce que l'organisation est un organisme vivant qui évolue très vite, parce que personne n'a vraiment une vision globale de cette organisation en centrale. Chacun voit des petits bouts suivant son angle de vue, que ce soit d'un point de vue ressources humaines, mais d'un point de vue informatique, d'un point de vue logistique, supply chain, etc. Il y a plein d'éléments qu'il faut pouvoir identifier pour dresser son exposition au risque. Et une fois qu'on a fait ce travail et qui prend, pour être honnête, souvent pas mal de temps, on le compare avec notre environnement. On fait ce parallèle pour identifier les risques, les zones de vulnérabilité et du coup pouvoir identifier les scénarios qui sont les plus probables et commencer à travailler dessus. Alors là-dessus, tout de même un point, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une vision parfaite ni de son organisation ni de son environnement, et donc c'est plutôt un phénomène itératif dans lequel on rentre en essayant de le faire à plusieurs reprises et d'avoir d'abord à grosse maille et puis petit à petit aller dans le détail pour avoir la vision la plus exhaustive possible de son organisation et de ses risques. Et une fois qu'on a ça, on peut avoir la discussion que vous mentionniez, Gauthier, avec son exécutive, avec ses seniors exécutives. C'est la question du risk appetite. C'est que le risque, il est aussi variable suivant l'appétit au risque de chaque organisation. Et donc, il y a certains risques qu'on va accepter et d'autres, à l'inverse, sur lesquels on va avoir une aversion complète. Et donc, avec ces éléments-là, on va pouvoir définir une cartographie des risques. Et chacune de ces étapes nécessite tout de même pas mal d'efforts. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce travail qui est vraiment la fondation de tout ce qui va découler derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel, personnellement, je passe beaucoup de temps, qu'il faut revoir évidemment régulièrement, puisque le monde change, pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et ensuite, on creuse le niveau de granularité et on va jusqu'à des choses très fines. Mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de tous ces aspects.
Merci beaucoup Aurélien. Et la priorisation aussi de ces risques est un élément essentiel pour vous aussi et qui rythme finalement vos activités de gestion de crise? Oui, bah exactement. Du coup, cette cartographie des risques, ce risque appetite va permettre de prioriser et donc de se focaliser sur certains scénarios, sur certains risques en particulier. Et donc, bon, on ne peut pas espérer traiter tous les risques d'un seul coup. Et donc, y aller étape par étape. Ça veut dire aussi une acceptation du risque suivant les délais qu'on se met, la volonté du senior management d'atteindre un certain niveau pendant un certain temps ou sur certains risques. Ça veut dire d'accepter intentionnellement, d'accepter consciemment le risque et du coup d'avancer avec celui-ci en tête. Merci beaucoup Aurélien. Ma deuxième question pour Marc, on sait qu'une bonne préparation permet d'anticiper un grand nombre de ces éléments et Aurélien vient de le mentionner. Chez vous, Marc, dans votre organisation, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez partager dans votre préparation à une crise? Alors, tout d'abord, je pense que je vais revenir sur un point que vous avez mentionné les deux, à savoir le respect et la compréhension de l'ADN de l'entreprise. Et dans un groupe comme le nôtre, on a différents ADN parce que chaque entité a son propre ADN. Et, et donc, on passe d'abord dans les bonnes pratiques par vraiment l'analyse et la compréhension de l'organisation, son fonctionnement, mais également des personnes clés qui sont dans cette organisation. Et là, une première bonne pratique pour nous, c'est que les personnes en fait se rencontrent avant la crise, dans la mesure du possible. Alors, je vais avoir une très mauvaise traduction d'une expression, mais qui dit que en cas de crise, il faut connaître les têtes, il faut connaître les visages. Et on sait que si on a réalisé des actions afin que les gens se rencontrent avant la crise, normalement, c'est plus facile de se coordonner, de collaborer lors d'une crise réelle. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, mon point de vue, c'est qu'il faut pas essayer étant donné que les ADN sont très différents, il faut éviter d'avoir une approche avec une méthodologie absolument standard qu'on peut trouver dans des référentiels et d'essayer de la déployer coûte que coûte dans l'organisation parce que régulièrement, il y a des éléments qui vont fonctionner, mais d'autres qui ne fonctionneront pas du tout. Donc, vraiment, la bonne pratique, c'est vraiment au vu de l'ADN de l'entreprise, d'adapter l'approche de gestion de crise à ça, mais comme tout de même de regarder quelles sont les bonnes pratiques qui existent, de discuter avec d'autres entreprises, d'autres partenaires, afin de ne pas réinventer toute la roue, mais de voir quand même qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans le cas présent et dans l'entreprise. Enfin, je dirais que le but, c'est de se concentrer sur peut-être des standards minimaux, donc à nouveau de ne pas vouloir imposer quelque chose de lourd avec une documentation très formelle, mais de se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut à minima pour que tout le monde, pour qu'on puisse gérer une crise, c'est-à-dire quels sont les processus à respecter en termes d'alerte, en termes de remontée d'informations, en termes de communication, en termes de prise de décision, parce que souvent, c'est ces éléments-là qui doivent être partagés par toutes les personnes qui vont être amenées à gérer une crise. Et enfin, peut-être, je dirais que, à nouveau, le but, c'est de documenter le minimum. On sait qu'on peut aller très, très loin et documenter beaucoup de choses. Et il y avait, historiquement, la gestion de crise passait par beaucoup de formalisation, mais souvent, on arrivait à un point où on formalisait on va dire un peu des banalités ou des choses qui étaient rapidement désuètes. Et là, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on documente certains éléments, qu'est-ce que ça amènera en cas de crise, et quel est le minimum qu'il faut afin de pouvoir savoir ce qu'il faut faire et comment. Ouais, je pense qu'on a tous vu, je rebondis là-dessus, on a tous vu des plans de gestion de crise qui étaient posés sur la table de l'équipe de gestion de crise, mais que personne n'ouvrait, que personne ne connaissait, et donc au final qui n'avaient pas une très grande utilité. Ouais, on a senti cette frustration. Beaucoup ont dit, ah, mais on avait des plans, mais ils n'ont pas fonctionné. Bah oui, mais parce qu'on va trop loin dans le développement de ces plans. Comme je l'ai dit avant, aucune crise ne se ressemble. Donc, Eisenhower disait, plans are nothing, planning is everything. Donc, les plans ne servent à rien, mais le processus de planification est essentiel pour comprendre. Donc, comme si je reprends les deux réponses de vous, Aurélien et de Marc, donc, pour avoir une cartographie des risques, pour la priorisation de ces éléments-là, connaître son organisation, être respectueuse de son ADN. Et puis, une approche légère. Alors, il y a ce buzzword qui est l'agilité, mais c'est une réalité. C'est donc une documentation zéro ou quasi zéro chez vous, Marc. Et puis surtout, connaître les têtes, connaître les personnes en temps de crise, avant la crise, afin qu'en temps de crise, on identifie très rapidement vers qui se tourner pour trouver la bonne information, pour déclencher la bonne action.
Ma troisième question, et on peut commencer, elle s'adresse à vous deux, mais on peut commencer par Marc, sur la composition d'une cellule de crise. Comment sont-elles composées, enfin chez vous? Quelle est votre approche concernant les rôles et les responsabilités et la sélection de ses membres? On sait que ça a été un peu un grand débat, on sait que la cellule de crise a été mise à l'épreuve, on a vu des nouveaux acteurs rentrer dans les cellules de crise, chose qu'on n'avait pas vu avant. Aurélien, vous l'avez dit très justement avant, la simulation pandémique, tout le monde en parlait, personne ne voulait l'entraîner. Donc on a été un peu surpris, d'autres beaucoup moins. Comment est-ce qu'elle se compose chez vous? Marc d'abord. Alors, par rapport à ce point, nos cellules de crise peuvent être à géométrie variable, mais l'important, c'est qu'on ait les bonnes personnes et celles qui sont à même de gérer une crise. Donc, souvent, on va avoir une représentativité de certaines fonctions clés qui peuvent varier un petit peu en fonction des différents scénarios considérés. Par contre, ce qu'on va retrouver toujours, c'est deux rôles clés, on va dire, le rôle d'un leader et le rôle d'un coordinateur. Et ces deux personnes, ces deux rôles vont en fait connaître un peu mieux que les autres les différentes notions théoriques, les différents processus, et vont s'assurer en fait justement que l'interfaçage est possible, par exemple avec d'autres cellules de crise qui seraient impliquées lors d'une crise. Aussi, on essaye de garder les mêmes décideurs qu'au quotidien, on va dire. Alors, pas forcément toujours un CEO, et ça, je pense qu'on va y revenir plus tard sur l'implication peut-être des membres du top management, mais on va essayer d'avoir un lien clair entre les rôles usuels des personnes et le rôle qu'ils jouent dans une cellule de crise. Donc, on s'attend à ce qu'une personne des ressources humaines fera des ressources humaines. On ne va pas lui demander de faire de la finance lorsqu'on est en gestion de crise. Donc, on va avoir des rôles très liés à ceux des personnes au quotidien. Et ce qu'on va aussi chercher surtout, c'est de composer notre cellule, enfin de s'assurer qu'on a toutes les compétences indispensables en termes de leadership, en termes de soft skills, pour pouvoir faire de la gestion de crise de manière efficiente. Donc, ce qui va promouvoir également la recherche de solutions de manière collective. Donc, on va essayer d'avoir des cellules qui ne sont pas orientées vers une seule personne, qui regarde une personne qui serait un décideur unique ou une décideuse unique, mais on va chercher à des cellules qui travaillent en équipe et qui permettent de venir avec différentes solutions. Après, bien entendu, on réajuste cela. Donc, lorsqu'on a des crises réelles, on se repose la question de est-ce qu'on avait la bonne composition, est-ce qu'il manquait peut-être quelqu'un. Et ça se fait également, bien entendu, pendant la crise, parce que souvent, on a une équipe de départ, mais au fil du déroulement de la crise, de sa complexité, de sa durée, on vient à modifier aussi certains membres dans la cellule de crise. Merci Marc. Donc, on voit donc Pardon Aurélien, juste un instant. On voit que donc Marc avec des décideurs essentiels qui sont le coordinateur et le chef de cellule de crise, et ensuite adaptabilité, modularité et pour la capacité à durer. Aurélien, je vous en prie. Oui, j'allais dire, je vois qu'on est aligné en termes de pratique. Il y a cette colonne vertébrale du coordinateur, du leader. J'inclus aussi le log keeper, puisqu'il faut idéalement qu'il soit un petit peu familier de son rôle, qui est important pour plein d'aspects. Bon, on ne va pas forcément rentrer dans le détail ici. Et ensuite, garder cette agilité, effectivement. Et j'essaie toujours d'avoir en tête trois aspects là-dessus. C'est la délégation. Donc, être sûr qu'on a le bon niveau d'empowerment pour pouvoir avancer au long de la crise avec les personnes qu'on a autour de la table. La redondance, évidemment, puisque on peut avoir quelqu'un dans l'avion, on peut avoir quelqu'un d'indisponible ou pendant le Covid, quelqu'un qui tombe malade. Et donc, du coup, devoir rebondir avec d'autres personnes. Et aussi, et là, ça revient à la question aussi du senior management et de son implication, la proportionnalité de la réponse. J'ai vu dans des organisations par le passé une implication parfois trop forte ou trop faible, suivant la nature de l'organisation, du senior management, soit qui va s'impliquer de manière presque émotionnelle sur le moindre incident, alors qu'on n'est pas du tout dans leur niveau de management, enfin, c'est plus une perte de temps pour l'organisation, il n'y a pas le bon niveau de délégation, ou à l'inverse, dans certaines organisations, le senior management qui ne veut pas trop s'en mêler et laisse les équipes dérouler et essaie de rester en business as usual. J'insiste aussi, vous l'avez mentionné, Marc, sur le soft skills, mais ça c'est absolument clé et je sais que c'est cher à plusieurs personnes dans l'audience, donc je veux vraiment le souligner, d'avoir des gens avec des personnalités, des expériences différentes, de la diversité au sein de la cellule de crise. Si vous mettez que des ingénieurs autour de la table, vous n'aurez pas forcément la bonne sortie de crise. Donc il faut vraiment favoriser cette diversité et les échanges autour de la table.
Créer aussi, je pense, et ça c'est important, une ambiance de confiance. Il m'est arrivé sur des équipes de gestion de crise de voir des gens qui étaient encore dans des postures politiques un petit peu du quotidien et donc du coup pas vraiment collaboratives. Donc je pense que c'est assez clé. Donc ça veut dire aussi accepter l'erreur, l'intelligence situationnelle de chacun, etc. qu'il faut idéalement identifier en avance. Je vais me permettre de Ouais, revenir sur le point du allez-y, Marc. Le lockkeeper qui est intéressant parce que historiquement, on l'avait comme le troisième rôle dans les cellules de crise. Donc, on avait le leader, le coordinateur et le lockkeeper. On va dire, après différents retours d'expérience, on voyait que c'est toujours le rôle un peu mal aimé, que personne ne veut assumer, qui est vu comme étant le moins intéressant. Donc, normalement, le leader, on n'a jamais trop de peine à le trouver. Le coordinateur, un peu plus, parce que c'est souvent celui qui va travailler le plus. Et le lockkeeper, c'était le rôle mal aimé. Donc, en fait, on a décidé de changer un peu notre approche en se disant qu'on va placer la responsabilité du lockkeeping sous le coordinateur et à lui ou à elle, en fait, lors d'une crise, de trouver la bonne personne. Parce qu'on sait aussi qu'on peut prendre des personnes de différents horizons. Là, on n'a pas forcément besoin d'une forte compétence technique sur un domaine, mais on va chercher effectivement des compétences en termes de formalisation, d'attention aux détails, etc. Et donc là, on a décidé d'adapter un peu ça parce qu'on voyait que sinon, en fait, en théorie, on l'avait, mais en pratique, typiquement dans les crises, on voyait que ça marchait jamais. Merci d'avoir apporté ces éléments de précision. Lockkeeper, pour les personnes peut-être moins familières, c'est la personne qui fait le suivi de la situation, des entrées, des décisions qui sont prises et qui garde le suivi vraiment minute par minute, décision par décision au travers de la crise. Élément essentiel aussi pour le retour d'expérience. Après la crise, pour faire pour regarder en arrière, dire OK, comment est-ce qu'on a géré ça et comment est-ce qu'on a fait, quelles décisions avons-nous prises à cet instant, etc. Donc c'est un rôle, comme Marc et Aurélien, vous l'avez dit, un peu mal aimé, difficile et complexe, mais qui aussi met en évidence peut-être pour certaines cellules l'importance des appuis administratifs dans une cellule de crise. Après, ça dépend de l'échelle, ça dépend des ressources à disposition des différentes organisations, mais c'est vrai que déjà, pas avoir trop de monde, mais d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Ça m'amène d'ailleurs sur la prochaine question, et on peut commencer avec vous, Aurélien. Vous parliez d'être inclusif, de prendre des personnes au profil très différent, et je pense que ça fait partie d'une forme d'agilité intellectuelle et agilité face à la situation. Comment faites-vous pour garder, donc ça rejoint la liberté de manœuvre, comment faites-vous pour garder cette liberté de manœuvre par le biais de ces profils-là ou par le biais de votre organisation dans un contexte global et complexe? Alors ça commence vraiment en amont de la crise pour moi, et je reviens sur la réponse de Marc auparavant, et ce que je décris souvent à mes interlocuteurs, c'est qu'avant la crise, on est déjà dans une course contre la montre. La crise va arriver, on le sait. Donc ça, c'est pas une question de est-ce que ça va arriver, ça va arriver. Donc faire tout le travail possible en amont, comme le disait Marc, pour introduire les personnes, pour, suivant les risques qu'on a identifiés, consolider son organisation, pour créer aussi des options, j'appelle ça les filets de sécurité. Donc, bien identifier quelles assurances on a, quels prestataires on peut activer facilement, etc. Donc, en amont, essayer déjà de se garantir des options, une marge de manœuvre pour le jour J, pouvoir simplement les activer. Donc, pour moi, le travail, il commence vraiment là, c'est cette course contre la montre en amont. Et ensuite, pendant la crise, ma manière, en tout cas, d'essayer de garder la marge de manœuvre, c'est de rationaliser, de ne pas se laisser embarquer. Il y a tout un aspect naturellement de stress, d'émotion dans ce type de contexte, et c'est ce qui nous met souvent dans une certaine direction avec des biais importants qui nous fait oublier des choses. Donc c'est prendre un petit peu de recul, structurer les différentes étapes. Donc déjà l'entrée en crise, est-ce qu'on est sûr que c'est bien une crise? Quels sont les différents critères qu'on va utiliser pour se dire oui, en effet, c'est une crise. Ça ne doit pas être la décision pour moi d'une seule personne, c'est un échange, il y a un aspect de décision collective là-dessus. Et puis ensuite, on rentre dans la crise, on dit ok, effectivement, c'en est une. Quels sont nos objectifs? Quels outputs on veut avoir à la sortie de cette crise? Et donc, bien identifier alors vous connaissez tous l'histoire de l'idéogramme chinois sur la crise qui se définit par à la fois le danger mais aussi l'opportunité. Et donc essayer d'avoir une vision alors positive, c'est un bien grand mot, mais de voir un petit peu quelles opportunités on peut saisir à travers cette crise, ne serait-ce que
de consolider notre réputation de la part de nos collaborateurs et de nos stakeholders internes et externes, en montrant qu'on est fiable, qu'on est structuré en matière de gestion de crise. Donc, rationaliser, je disais, les différentes étapes. Et ensuite, dans la cellule de gestion de crise, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, on commence, on active, il y a ce degré d'émotion dans la salle, définir ses objectifs, rappeler à chacun les rôles, rappeler à chacun comment va fonctionner la cellule de crise, prendre un petit peu de recul pour pouvoir avancer de manière structurée derrière. Et puis, il y a le dernier conseil que beaucoup de gens connaissent, c'est quand on se sent embarqué dans quelque chose, okay, on arrête, on prend un peu de recul. Certains disent d'aller fumer une cigarette dehors, d'aller prendre un petit peu l'air. Moi, j'aime bien aller courir ou faire un petit peu autre chose, juste pour être sûr qu'on est dans la bonne direction et pas embarqué par l'émotionnel. Merci Aurélien. C'est donc cette capacité à durer aussi, cet état d'esprit. Vous parliez de l'idéogramme, il y a aussi, les Grecs appelaient ça le kairos, qui est un petit dieu ailé qu'on peut saisir au passage, donc cette opportunité à l'intérieur de la crise. Différents exemples et des études de cas permettent de le démontrer. Je pense à Tylenol qui l'a fait extrêmement bien avec la problématique des médicaments dans les années 70-80, qui est un bon exemple. Donc, encore garder cette idée de gestion de crise positive, comme vous avez dit Aurélien, somme toute, pour adresser les crises. Et vous, Marc, de votre côté, en termes de liberté de manœuvre et d'agilité? Justement, je pense que beaucoup est lié en fait à la capacité des personnes à garder la tête froide, on va dire, lors d'une crise et avoir la vision la plus large possible de la situation et des options de réponse. Ça peut passer également par l'implication de non-spécialistes ou de personnes qui sont plus éloignées, on va dire, du terrain d'opération, donc qui arrivent à voir ce que les autres ne voient plus ou ne voient pas. Il y a différentes manières d'y arriver. Il y a des concepts théoriques qu'on peut mettre en place, comme les cellules chaudes, cellules froides, où on a des personnes qui sont pas directement impliquées à prendre des décisions, mais qui observent et qui voient ce que les autres ne voient pas. Mais au niveau, je pense, il y a aussi une question de mindset. Et la mindset de se dire, effectivement, comme l'a mentionné Aurélien, peut-être qu'une crise, c'est pas forcément du négatif. Alors, ça peut être très négatif sur le moment, ça peut être très intense, mais il y a également des options de sortie de crise qui peuvent être positives, même si c'est pas ce qu'on voit habituellement. Et la plupart des personnes ne le voient pas tout de suite. Et là, en fait, on essaie de passer, on va dire, d'un mode résilience, donc d'arriver à encaisser des chocs, à plutôt un concept d'antifragilité, à comment est-ce que ça pourrait nous rendre plus forts. Mais effectivement, ce mindset, il n'est pas inné. Il faut arriver à, on va dire, à pousser les gens à réfléchir de cette manière-là. Pour donner un exemple que j'ai en tête, il y a une marque fashion anglaise bien connue qui, il y a quelques années, a été médiatisée par rapport à un bad buzz qui avait sur les réseaux sociaux par rapport à la pratique qui constituait à détruire des stocks afin d'éviter la dévaluation de la valeur des produits au lieu de les solder. Et cette marque bien connue, en fait, a réussi une sortie de crise positive en changeant complètement le focus et en détournant l'attention, on va dire. Par exemple, en annonçant qu'ils allaient arrêter l'utilisation de la fourrure dans tous leurs vêtements, et ce qui a poussé, en fait, ce qui a d'un côté résolu la crise quasiment, parce que la médiatisation de l'objet initial a disparu du jour au lendemain. Au niveau chiffre d'affaires, etc., ils ont en plus gagné des nouveaux clients qui ont salué positivement leur annonce de sortir de la fourrure, et donc la sortie de crise, on peut dire, est positive. Merci Marc, merci Aurélien. On voit que ça, c'est un très bel exemple. On se rend bien compte que ça demande quand même un peu de préparation. Alors parfois, on a le coup de chance. On sait que l'élément chance en crise est essentiel et tout en haut de la pyramide. Parfois, nous sert ou même nous dessert. Mais on sait pour sûr que ces éléments sont présents, qu'ils peuvent être compris, maîtrisés, entraînés. Donc, ça nous amène sur le point formation en temps de crise. Pour réussir à arriver à ce niveau de savoir-faire, à avoir cette gestion de crise positive, arriver, comme l'a dit Aurélien, avec mission statement, donc dire très clairement, voici nos directions, voilà où je veux aller, amener cette structure, permettre de mettre en place un concept d'antifragilité, comme Marc l'a dit avant,
Comment faites-vous pour développer les compétences de vos équipes? Quelle est la périodicité de ces entraînements? Quelle thématique entraînez-vous? Parce que on le fait très rarement. C'est difficile de réussir à prendre les gens et de leur dire allez, maintenant, on s'entraîne, on fait une simulation, on fait un tabletop, on essaye de construire, on fait un rétex, un retour d'expérience ou un retour d'exercice, etc. Quelle est votre approche? Aurélien, peut-être, dans un premier temps. Alors, de mon côté, effectivement, l'exercice, il est nécessaire. Et bon, d'un point de vue standard, je dirais qu'un exercice par an, c'est ce qu'il faut viser au minimum. J'ai déjà vu des organisations avec 2 ou 3 exercices par an. Donc, évidemment, c'est l'idéal. Mais pour moi, de nouveau, c'est plutôt ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a tout un travail de fond à faire en amont dans cette course contre la montre que je mentionnais avant. Et Marc le disait très justement, c'est déjà identifier les personnes qui sont impliquées. À partir du moment où on peut déjà avoir un premier échange avec ces personnes, commencer à les sensibiliser au fait qu'ils seront mobilisés en cas de crise, il y a tout un cheminement qui commence à se mettre en place et les gens commencent tout d'un coup à penser un petit peu différemment. Donc, simplement de formaliser le rôle de leader et de coordinateur et aussi des deputies permet aux gens de se mettre dans un état d'esprit où tout d'un coup ils sont intéressés d'apprendre un petit peu davantage, pas forcément lors d'un exercice, mais lors d'échanges individuels, aussi créer une communauté des leaders de crise ou des coordinateurs de crise et donc leur permettre d'échanger entre eux sur des exercices, sur des expériences qu'ils ont pu avoir avant. Certaines des personnes de l'organisation ont déjà vécu des crises, ont une expérience conséquente. Il faut utiliser ça et c'est encore plus puissant que d'amener un consultant. Bon, désolé, je vous aide pas dans le business, Gauthier, mais parfois c'est plus puissant que d'amener un consultant et de donner un cours de gestion de crise. Donc simplement capitaliser sur l'expérience individuelle ou professionnelle des gens permet d'avancer sur ces sujets-là et de former les gens. Ensuite, ce que je trouve très intéressant aussi dans les exercices de gestion de crise, c'est la préparation. En fait, à partir du moment où on identifie un scénario, les différentes cellules de crise qui vont être activées, ça permet déjà d'avoir des discussions très intéressantes en amont pour détailler le scénario, justement, le rendre le plus crédible possible. Et là, en fait, on pousse un petit peu chaque stakeholder dans ses retranchements en disant bon, et s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on peut apprendre énormément. Et enfin, ça peut être aussi des choses beaucoup plus agiles, beaucoup plus light qu'un exercice formel qui implique beaucoup de monde. Et comme vous l'aviez dit, on a parfois du temps. C'est parfois difficile d'avoir le temps de tout le monde pour ne serait-ce que s'asseoir 3 heures autour d'une table et de travailler sur un scénario en particulier. Mais avoir des petits groupes ou des personnes individuellement et les faire travailler sur quelques scénario tabletop, c'est beaucoup plus agile. On ne travaille pas forcément l'aspect collectif, mais au moins on fait avancer les gens dans un certain cheminement. Donc voilà, pour moi, je dirais les points clés en termes de préparation des personnes. Et j'ajouterai un dernier aspect qui est pour moi important, c'est pour les gens comme Marc, moi-même ou vous, Gauthier, donc qui travaillons sur ces sujets-là, qui essayons d'amener les gens dans une certaine direction. Et qui sommes souvent les premières personnes qu'on va regarder en période de crise, c'est d'être nous-mêmes dans une posture d'humilité et d'apprentissage permanent pour aussi essayer d'être à la hauteur le jour J, d'être le plus préparé possible. Merci Aurélien. Marc, de votre côté? Alors, j'abonde dans le sens, et je confirme tout ce qu'a dit aussi Aurélien, on a une approche très, très similaire. Peut-être je reviendrai encore un peu plus en amont. Nous, on voit le premier challenge, et comme vous l'avez mentionné, Gauthier, c'est vraiment aussi déjà de créer de la sensibilisation à la gestion des risques, donc d'amener les personnes autour de la table, parce que c'est là qu'on a le premier challenge. Alors, pour être honnête, Covid nous a aidés, à la fois pour amener, enfin, on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'est une crise. Tout le monde dans le monde, a priori, sait ce qu'est une crise maintenant. Mais malgré ça, on a besoin souvent de venir avec des scénarios, en fait, et d'amener les personnes à réfléchir à ces scénarios et comment ils pourraient les affecter. Ça, c'est souvent notre point d'entrée, on va dire, dans la sensibilisation et dans la formation. Et ça nous permet, on va dire, de mettre le pied dans la porte et peut-être de venir aussi avec quelques notions théoriques, des standards minimaux, donc de profiter de cette discussion pour expliquer ce qui peut être fait.
Ensuite, nous, on se focalise beaucoup sur le développement des compétences de leadership qui sont essentielles pour la gestion de crise. Et là, on essaye de mettre en avant vraiment des manières de renforcer en fait la capacité de cadrage, de créer du lien, de réfléchir, on va dire, out of the box, et également pour les personnes de comprendre leurs propres biais cognitifs qui pourraient leur jouer des tours lors d'une situation de crise. Pour cela, et je pense que c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on utilise une société qui fournit en fait des formations immersives où on va mettre le participant dans la peau d'un protagoniste, de quelqu'un qui a dû gérer une crise réelle, type cyberattaque ou kidnapping. Et on va faire ces sessions en groupe afin de mettre en évidence, en fait, surtout que les différentes personnes peuvent avoir des compréhensions très différentes d'une même situation et peuvent venir avec des options de réponse que d'autres individus n'auraient pas vues. Donc ça, c'est, on va dire, on essaye d'ouvrir un peu des boîtes dans la tête des gens, de se dire, ah tiens, j'ai compris grâce à cette formation que d'avoir beaucoup de diversité dans une cellule de crise pouvait amener un plus et pouvait m'amener à des meilleures solutions. Donc on essaye d'ouvrir un petit peu, on va dire, des thèmes comme cela. Enfin, on va dire, une fois qu'on a eu la sensibilisation, une fois qu'on a développé les compétences de leadership des personnes, là, on revient plus à des exercices sur base de scénarios, en choisissant des scénarios qui ont on va dire une relevance pour la cellule de crise considérée. Et là, le but, ça va être d'entraîner les personnes et d'observer principalement leur connaissance des standards minimaux, leur capacité à identifier les problèmes, leur processus de prise de décision et la manière dont ils travaillent en tant qu'équipe. Et là, on va dire, on a bouclé un peu la boucle. Et ensuite, on rentre effectivement dans une fréquence idéalement annuelle d'exercice pour maintenir ses compétences et pour accueillir également les éventuels nouveaux membres dans les cellules de crise. Merci Marc, ça m'amène un peu à ma prochaine question. C'est vraiment, il y a ces deux écoles entre celles qui entraînent d'abord, qui se concentrent sur la méthodologie et ensuite sur le scénario, et inversement. Donc vous, Aurélien, c'est un mélange des deux, c'est comment? Alors, je sais qu'il y a ce débat au sein de la communauté, et bon, je fais une réponse de Normand. Moi, je pense qu'il faut pas choisir. Pour moi, il faut vraiment tester les deux. Je pense qu'il y a évidemment des avantages et des faiblesses de chaque côté. À la fois côté leadership, évidemment, c'est indispensable. Mais le jour où on a une situation réelle, on n'a souvent pas les personnes qu'on avait prévues autour de la table. Et en plus, il peut y avoir la situation de cette crise fait que le stress, on peut rarement l'exercer vraiment en dehors d'une vraie crise. Le jour où ça arrive, le stress monte à un autre niveau et donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident à préparer en amont. Ou alors il faut être passé à travers plusieurs crises et du coup vraiment bien se connaître pour les gens qui sont autour de la table. Mais donc le développement du leadership aura cette limitation, c'est que si la personne le jour J ne sait pas gérer son stress, on risque de se retrouver face à un blocage. Ensuite, sur les scénarios, bah, évidemment, c'est indispensable, mais on sait très bien qu'à vouloir trop les documenter, on va se perdre, hein, parce que la crise par nature est imprévue, et donc le scénario qu'on aura prévu ne tiendra pas. Et il y a beaucoup de citations célèbres dans ce registre-là. Alors, vous citiez Eisenhower, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est celle de Mike Tyson, un peu moins philosophique. Mais tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la figure. Et ça résume un petit peu mon expérience de la gestion de crise ces dernières années, c'est que la crise, c'est un petit peu un coup de poing dans la figure. Donc, si on ne sait pas exercer à accepter certains coups de poing et faire quelques esquives, on n'est pas en mesure de répondre derrière. Donc voilà, pour moi, chacun des aspects a un avantage, un inconvénient, et il faut mixer les deux. Merci Aurélien, merci Marc, en tout cas pour ces bons feedbacks. Flore me dit qu'il y a énormément de questions dans la chatbox, donc je vous propose vite de venir à la dernière question. Vous parliez, Aurélien, des coups de poing qu'on se prend dans le visage par Mike Tyson ou par quelqu'un d'autre, conseillé par Mike Tyson certainement. Quand bien même vous n'avez pas de boule de cristal, quels sont les dossiers chauds que vous avez en ce moment sur votre bureau et quels sont selon vous les défis à venir en termes de gestion de crise? Et après, on va passer aux questions des auditeurs. Peut-être Marc en premier. Alors, je pense que ce qui peut être intéressant, enfin, effectivement, j'ai pas de boule de cristal, enfin, personne n'en a, je pense. Ce qui est intéressant, c'est de voir, personnellement, j'ai regardé un petit peu le rapport sur la perception des risques de la part du World Economic Forum.
Et là, ça nous donne déjà des grands thèmes qu'il faut probablement suivre dans le futur. On parle de réchauffement climatique, on parle de cohésion sociale, on parle de stress ou de risque de stress et des impacts psychosociaux. On parle également d'instabilité politique. Et je pense que la plupart des crises qu'on va rencontrer vont être liées à ces grands trends et à ces risques. Surtout, donc je vous encourage à lire ce rapport du World Economic Forum parce qu'également il montre lesquels se sont largement détériorés pendant la période du Covid et ont pris donc une autre dynamique que celle qu'ils avaient peut-être pré-Covid. Merci beaucoup, Marc. Aurélien. Moi, je vois qu'on a les mêmes lectures, Marc. Et effectivement, en début d'année, il y a beaucoup de rapports qui sortent de différentes institutions, de différentes compagnies. Donc, c'est toujours intéressant de s'y plonger. Et Marc, vous avez mentionné les aspects principaux qui en ressortent. Aujourd'hui, bon, évidemment, on voit ce qui se passe en Ukraine. Donc, typiquement, quand je regarde ce qu'il y a sur ma table ces jours-ci, l'Ukraine, le cyber sont un peu des figures imposées à court terme. Donc, on avance sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper. Donc, on sait qu'il y a des régions, typiquement, qui sont beaucoup plus sujettes à des catastrophes naturelles que d'autres. Donc, il y a quand même des aspects très précis sur lesquels on peut avancer. Moi, je me suis quand même pris un coup de poing pour faire référence à ma citation précédente. Je me suis tout de même pris un coup de poing sur le Covid, rétrospectivement, puisqu'on n'avait pas prévu ce cas d'une crise où tout d'un coup, on active toutes les cellules de crise simultanément partout dans le monde. Et donc, ça change quand même beaucoup la nature, la manière dont on va gérer la crise. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ces cas non conformes. On voit cette imbrication des risques du fait de la globalisation, de la digitalisation. Et donc, il faut essayer d'anticiper la crise dans la crise ou la crise multiple, la crise globale qui va nous affecter de plusieurs manières ou d'une manière qu'on n'avait pas anticipée. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu mes sujets courts et long terme. Merci, merci à vous deux pour vos réponses, autant précises que complètes. Flore, je vous propose de passer aux questions du public. Il y en a différentes. J'aimerais prendre la première et qui, je pense, va pour Marc. Bonjour, si un corpus documentaire n'est pas lu ou n'est pas fait, faut-il faire des fiches réflexes? Qu'est-ce que vous conseillez ici, Marc? Alors, je pense qu'on pourrait déjà adresser la question de pourquoi le corpus documentaire n'est pas lu et est-ce que c'est parce qu'il est déjà trop long ou peut-être est-ce que les personnes ne le trouvent pas forcément adapté. Ça, c'est la première question que je me poserais. Ensuite, les fiches réflexes, oui, je pense que c'est une solution. Dans certains cas, on a des types de crises qui sont parfois prévisibles, comme les catastrophes naturelles dans certaines régions, dans certains pays. Et donc là, on peut très bien avoir une approche justement par scénario ou avec des fiches réflexes qui donnent déjà la manière de gérer les premières étapes de la crise euh, pendant les premières heures, les premiers jours de la crise. Après, par contre, je corrélerais, je reviens un peu sur la question qu'on avait avant par rapport aux deux écoles pour l'entraînement à la gestion des crises. Et je pense qu'il est quand même nécessaire de ne pas se limiter à la partie fiche réflexe, mais de effectivement entraîner les cellules de crise à pouvoir adapter ou compléter ce qui n'était pas dans la fiche réflexe, parce que souvent on va voir que la fiche réflexe, elle va couvrir qu'une seule partie. Et typiquement, si on regarde, alors c'est pas une fiche réflexe, mais beaucoup d'entreprises avaient des plans de pandémie, mais personne n'a un plan pandémie qui a pu être utilisé du début à la fin de la crise du Covid. Donc peut-être ce serait ma réponse par rapport à ça. Merci, merci beaucoup Marc. Je passe à la prochaine que je donne à Aurélien. Bonjour, le télétravail est une donne nouvelle à prendre en compte pour la gestion future d'une crise. Avez-vous expérimenté une gestion hybride d'une crise, à la fois en présentiel et en distanciel? Prenons l'exemple du Covid par exemple, Aurélien. Oui, bah, effectivement, le Covid, c'est un petit peu le cas le plus extrême, puisque tout d'un coup, toutes les cellules de crise, dans beaucoup de cas, étaient toutes en distanciel, donc on change un petit peu la dynamique. Ça fait quand même plusieurs années qu'on voit cette tendance arriver. Les gens voyagent, les gens se déplacent, le télétravail devient assez communément pratiqué. Donc oui, la cellule de crise doit pouvoir s'adapter à cette manière de travailler. Donc ça nécessite d'anticiper ces questions-là, quels sont les outils, ça crée une dépendance aux outils, donc ça c'est assez clair.
Dans le cas d'une crise cyber, on imagine bien que les impacts que peut avoir la coupure des outils, dans ce cas-là, on n'est plus capable de communiquer. Donc, comment on peut anticiper ça également en avance pour éviter cette dépendance? Donc, oui, plusieurs années qu'on est sur ce modèle-là et qu'il faut vraiment travailler, effectivement. Il ne faut pas s'attendre à avoir tout le monde dans la salle le jour J. Mais merci beaucoup Aurélien. Une question pour vous deux, Marc et Aurélien. C'est certains l'appellent le RETEX, d'autres l'appellent le After Action Review, d'autres l'appellent le Post-Incident Review. Donc c'est vraiment en gros prendre le temps de s'arrêter sur la manière dont on a géré la crise et en tirer les bonnes et les mauvaises conséquences, puis surtout un plan d'action derrière. Là, la question, c'est quoi les meilleures pratiques pour ce After Action Review, donc ce REX, à faire avec tout le monde ou séparé, équipe par équipe? On peut commencer avec vous, Marc. Alors, il y a différentes manières de le faire, effectivement, et on n'a pas une approche unique non plus lorsqu'on le conduit. Je pense que le plus important, c'est déjà de le faire et de s'assurer qu'il soit fait peu de temps après la crise, donc de ne pas attendre trop longtemps, enfin de faire attention à ce que les choses soient encore fraîches dans la tête des stakeholders. Et après, on va dire de choisir, est-ce qu'on procède par des workshops, est-ce qu'on procède par des interviews individuelles? Là, ça dépend vraiment, je dirais, du nombre de personnes à considérer, du rôle qu'ils ont eu. Donc, on peut avoir une approche flexible après. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir quand même une structure qui peut être la même, que ce soit pour un workshop ou pour des interviews, et qui typiquement porte toujours sur les mêmes thèmes, à savoir, par exemple, l'organisation, quelle a été l'organisation et la gouvernance, et comment a-t-elle fonctionné, qu'est-ce qui peut être amélioré, comment s'est passée la coordination, s'il y avait, par exemple, plusieurs cellules de crise, comment s'est passée la prise de décision, est-ce qu'elle a été rapide, est-ce qu'elle a été lente, pour quelles raisons, d'essayer de se savoir faire, toujours dans un but de pouvoir avoir des actions d'amélioration. Comment s'est passée la communication, interne, externe, et enfin revenir effectivement sur les outils et les ressources. Est-ce qu'ils ont été utilisés ou pas? Est-ce que les ressources, y compris documentaires, est-ce qu'on les a sortis du tiroir ou pas? Pour revenir à la discussion d'avant. Si on les a pas sortis, pourquoi? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce qu'il faut autre chose? Et au niveau des outils, c'est un point qui revient assez souvent parce qu'on voit que beaucoup d'outils sont mis en place, ils sont rarement utilisés. Et là, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été utilisés. Merci Marc. Aurélien. Donc très clairement, c'est une source d'apprentissage qui est extrêmement importante, donc à vraiment ne pas négliger. De nouveau, pour moi, il ne faut pas attendre la fin de la crise pour commencer à faire un retour d'expérience. C'est quand même, on est aussi pendant la gestion de crise dans une phase d'apprentissage pour tout le monde, donc on peut assez facilement prendre de premières actions pour ajuster la gestion de la crise. Ensuite, ma pratique personnelle, j'utilise OneNote et je me fais dans mon onglet gestion de crise, pour une crise spécifique, je me fais toujours, dès le début de la crise, quelques éléments de rétex et progressivement, au fur et à mesure de la crise, que je note des choses, enfin, je mets des choses dedans et sur lesquelles je reviendrai après la crise, parce que c'est plus facile à identifier quand on est dedans que quand il faut revenir parfois longtemps en arrière. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire le plus en amont possible. Ensuite, évidemment, ça sera structuré à la fin et ça peut être aussi une démarche d'audit. Donc des gens externes qui vont poser les questions et avoir une approche assez neutre sur la gestion de cette crise. Et enfin, je dirais le dernier point pour moi, c'est vraiment ne pas faire un rapport pour faire un rapport, hein, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Donc ne pas le laisser mourir dans un tiroir pour juste faire de la compliance, c'est-à-dire qu'on l'a fait, mais ensuite en prendre les conclusions, en tirer les conclusions. Donc souvent, il faut que ça soit encore chaud dans l'esprit des gens, mais aller voir son ex-com, aller voir les différents intervenants pour parler de ces sujets-là et être prêt dans la course contre la montre à passer à la crise suivante. Merci beaucoup à vous deux. Il y a une question directe pour Marc sur ce que vous avez dit sur le rôle du logkeeper. En particulier, pourquoi ce rôle ne fait plus partie du trio de base. Il n'a pas bien compris ce qui a conduit votre organisation à percevoir ce rôle un petit peu différent qui est souvent difficile à remplir. Marc? C'est effectivement, et comme l'avait redit Aurélien, c'est un rôle qui est clé, qui est nécessaire parce qu'il faut avoir du logkeeping. Mais malheureusement, ce qu'on voyait régulièrement, c'est que le rôle n'était pas forcément, n'était jamais en fait assumé par la personne qui avait été préidentifiée pour le conduire.
pour diverses raisons, parce que soit la personne ou les personnes n'étaient pas disponibles, soit parce que elles n'avaient pas été forcément formées ou parce qu'elles avaient changé. Et donc on s'était dit, c'est vraiment un rôle qui est plus difficile que les autres à définir d'avance. Et donc en mettant la responsabilité au coordinateur de s'assurer que le log keeping est effectué, on gagne un peu en agilité. On se dit, bah voilà, au début d'une crise, suivant sa complexité estimée, suivant les ressources qu'il faudra mettre en place, le coordinateur a dans ses tâches la responsabilité de s'assurer qu'il met en place une cellule ou des personnes qui vont faire ce log keeping et qui vont donc enregistrer les informations essentielles, les décisions qui ont été prises et donner une visibilité au reste de la cellule de crise sur la situation rencontrée. Alors, si vous me permettez sur ce point-là, moi, je vous partage mon expérience parce que j'ai eu le même constat. Effectivement, c'est pas la position la plus sexy dans l'équipe de crise. Et ce que j'ai fait jusqu'à présent et qui a pour l'instant fonctionné, c'est de prendre quelqu'un qui est peut-être un petit peu junior au sein de l'organisation ou qui n'est pas forcément extrêmement visible et qu'on va amener dans cette cellule de crise. Donc pour cette personne, c'est une certaine promotion. Enfin, on va mettre cette personne tout de même en avant puisqu'il va parler sur chacune des... Il va communiquer avec les différents intervenants sur les réunions. Donc c'est quand même très intéressant pour la personne de comprendre ce qui se passe, de comprendre son environnement, de se retrouver un petit peu plus exposé. Et puis aussi, cette personne a un regard un petit peu neuf sur la gestion de crise. Ça peut être quelqu'un avec un background très différent et qui va parfois, et souvent j'aime bien appeler cette personne après le meeting de crise pour lui dire, bon alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça te paraît logique? Essayer de prendre un petit peu de feedback. Et parfois, j'ai des suggestions très pertinentes de quelqu'un qui n'a pas les mêmes biais que nous autour de la table et qui va pouvoir m'indiquer quelque chose qu'on a oublié ou auquel on aurait pu penser. Et parfois, ça arrive même pendant que l'équipe de crise est réunie. Et donc, dans ce cas-là, c'est encore plus de valeur. La personne montre sa valeur ajoutée et donne à tout le monde une petite claque gentille pour continuer à avancer dans la bonne direction. Ouais, le regard un peu pas naïf, mais le regard neuf, un regard tiers sur la manière dont on gère la chose peut être utile. Deux dernières questions, parce qu'après on arrive à la fin de ce webinaire qui, entre nous, n'ai pas vu le temps passer. Merci à vous deux en tout cas, encore une fois. Est-ce que les rôles des individus faisant partie de la cellule de crise sont inscrits, c'est une question un peu RH, mais inscrits dans leur cahier des charges ou pas? Y a-t-il des compensations? Je ne veux pas que vous preniez position financière, ça c'est pas un sujet qu'on va aborder maintenant, mais est-ce qu'il y a des compensations en termes de week-end, en termes de jours, de repos, de récupération qui sont intégrées chez vous deux? Marc, Aurélien? Honnêtement, j'ai pas une visibilité sur toutes nos cellules de crise et tous les membres et ce qui est reflété, mais on a certains rôles qui doivent être reflétés dans les descriptifs de poste, essentiellement pour les coordinateurs, donc qui souvent sont des personnes issues de nos fonctions sûreté-sécurité. Et normalement, dans leur descriptif de poste, il y a quelque chose par rapport à la gestion de crise. Pour les autres rôles, c'est moins habituel, on va dire, dans les autres fonctions. Parfait, merci Marc. Aurélien? Oui, donc sur les membres de la cellule de crise, alors souvent, effectivement, sur le coordinateur, ça peut être le cas, mais moi, je ne l'ai pas vu souvent mentionné, pour être honnête, dans les job descriptions. Par contre, lorsqu'on a une équipe de gestion de crise un petit peu solide en back-office, en centrale, là, souvent, on commence à créer des rotations, enfin des gens qui sont disponibles au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc là, naturellement, dans ce cas-là, les contrats doivent s'adapter pour prendre en compte cet aspect-là. Merci à vous deux. Malheureusement, on ne pourra pas prendre la dernière question. On est à 59 et je suis franco-suisse. De ce fait, je me dois d'être ponctuel. Je vous remercie encore une fois chaleureusement, Aurélien Lambert, Marc Leipziger, pour votre présence aujourd'hui. Vos réponses transparentes, honnêtes sur la manière dont vous approchez les crises, dont vous les gérez. Donc, ce que je retiens de notre discussion aujourd'hui, c'est oui, de l'agilité, de l'inclusivité, une approche axée à la fois sur la méthode ou vis-à-vis de la cartographie des risques, de la contre-intuitivité, du soutien stratégique à vos individus, aux membres de la cellule de crise pour l'identification des biais cognitifs, vraiment comme soutien, appui aux opérations avec l'objectif de construire plus de résilience. En tout cas, mille merci encore une fois d'avoir été présent. On peut revenir sur le slide juste avant Flore.
Une information pour les personnes qui nous regardent, il y a une masterclass que j'ai développée avec 2 autres experts en gestion de crise. Si vous avez apprécié les premiers slides de cette présentation et ensuite tout le contenu de la conversation et des échanges qu'on a eus, je vous encourage à vous inscrire à cette formation qu'on a développée, qui se construit d'abord sur les fondamentaux de la gestion de crise, ensuite une méthodologie possible qui pourrait vous permettre de vous donner des outils utiles dans la gestion de la crise, en préparation, pendant et après, et enfin une simulation immersive, responsive, comme disent les anglo-saxons, et tout cela se fait soit incorporé, soit virtual online. Les dates vont venir, donc restez actifs sur LinkedIn, on poussera l'ensemble de ces informations-là. Flore, je vous rends la parole. Merci Gauthier. Donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier à tous les deux, Aurélien, Marc, pour vos témoignages très intéressants. On le voit dans le nombre de questions qu'on a reçues. Et à tous ceux qui nous ont suivis aussi, un grand merci. Donc vous allez recevoir sous peu le replay de la session, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez être mis en relation avec un professionnel de gestion de crise, vous pouvez aussi nous contacter directement sur le mail qui est sur votre écran. Voilà pour moi et merci à tous les trois. Très bonne journée. Merci à tous. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation et bonne journée à tous. Merci, au revoir.